On va dire. Donc, je peux déjà commencer par me présenter. Donc, merci déjà Oui, à toutes et à tous de participer à ce webinaire. On va parler de valorisation parce que, bon, effectivement, c'est toujours un sujet central quand on cherche soit à vendre son entreprise ou à acheter une entreprise. Donc, l'idée, c'est que vous compreniez un peu l'état actuel du marché au niveau des valorisations. Avant ça, je vais me présenter voilà, très, très brièvement. Donc, je suis conseiller en cession et acquisition d'entreprise depuis 5 ans. Donc, on est une petite boutique. Donc, on est un cabinet de 6-7 personnes. On s'occupe essentiellement de cession d'entreprise et d'opérations d'OBO, de LBO et de financement d'entreprise sur des valorisations comprises entre 5 et 100 millions. Donc, nous, notre travail, quand on accompagne un dirigeant qui souhaite vendre son entreprise, c'est non seulement effectivement faire ce travail de recherche d'acquéreurs, de valorisation, mais surtout faire un travail aussi de conseil en stratégie pour maximiser cette valorisation avant le processus de cession et pendant le processus de cession. Donc, jusque là maintenant, il y a eu plus de 180 opérations donc, qui ont été réalisées en grande partie aussi par Patrice Klug, qui n'a pas pu faire ce webinaire, mais qui est l'actuel associé gérant du cabinet. Et donc, on essaye de faire à peu près une transaction par an et par collaborateur, parce que ça représente en temps normal à peu près 2500 heures de travail. Donc, bon, je ne vais pas m'attarder sur ma présentation, ce n'est pas le plus important. Euh, donc, ça, c'est notre équipe, hein. On est une équipe de 5-6 personnes et on fait parfois appel à des partenaires externes donc, dès qu'on a des missions un peu plus spécifiques. Notre présence un peu partout, hein, on va dire, on a un bureau, une présence européenne et une présence également américaine si jamais on a des mandats de croissance externe ou des mandats de cession d'entreprise dans ces régions-là. Bon, je vais passer ça. Le plus important, je vais directement arriver à la valorisation. Donc, la valorisation actuellement. Alors, ce que vous voyez là, c'est la courbe des valorisations qui est issue des transactions de PME donc, européennes qui sont valorisées entre 15 à donc 500 millions. Donc ça, c'est Argo Swiss You que vous voyez ici, qui a fait cette étude et qui regroupe les transactions de PME qui ont été valorisées entre 15 à 500 millions. Et le constat, c'est que sur l'ensemble de ces transactions, actuellement, parce que là, 9,7 fois, c'est le dernier indice qui a été publié donc, au premier trimestre 2023, les valorisations en moyenne sont établies autour de 9,7 fois les bidas. C'est-à-dire que c'est en général hein, sur ces PME-là, sur ces PME, elles ont été vendues autour de 9,7 fois les bidas. C'est en baisse par rapport au trimestre précédent. Pour quelles raisons? Comme vous le voyez actuellement, c'est dû principalement à la hausse des taux d'intérêt. Donc, les acheteurs ont une capacité d'emprunt un peu moins importante. Les fonds d'investissement, même s'ils sont toujours actifs, resserrent un peu leur financement et leurs investissements, donc sont beaucoup plus sélectifs. Et surtout, il y a une période incertaine, c'est-à-dire que les dirigeants ont du mal aussi à se projeter, à savoir dans quelles conditions le marché se portera les prochaines années. Donc, tout cet environnement fait que les valorisations baissent. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que même si il y a une baisse, donc on est passé de 10, fois les bidas à 9,7 fois les bidas, ça reste à un niveau quand même assez élevé. Et le marché est toujours plein d'opportunités pour des sociétés de qualité. Donc, pour des actifs de qualité, il y aura toujours des acheteurs industriels et des fonds d'investissement qui voudront se positionner, mais ils seront beaucoup plus sélectifs. On remarque également que les fonds d'investissement payent davantage, payent mieux que les industriels. Et tout dépend à nouveau après du contexte de l'opération et des synergies qui peuvent en découler. Mais c'est vrai que le constat, c'est que les fonds d'investissement payent en général un peu mieux. Après, si vous souhaitez vendre votre entreprise, dans tous les cas, le plus important, c'est les négociations, c'est l'appel d'offres compétitif qui sera organisé. C'est-à-dire, quand on parle d'appel d'offres compétitif, c'est vous allez mettre votre société en vente, entre guillemets, sur le marché et vous allez contacter plusieurs acheteurs différents. Ça peut être des acheteurs industriels, des acheteurs financiers, donc des fonds d'investissement. Pour quelle raison? Parce que les mettre en compétition,
ça favorise, on va dire, cette compétition. Et donc, cette compétition, ça fait monter, dans certains cas, si les négociations sont bien ficelées, on va dire, sont bien menées, ça fait monter les valorisations. Et donc là, ça, c'est le paysage actuel. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle actuellement de PME qui sont valorisées entre 15 à 500 millions. Donc, il y a une décote de taille qui est appliquée. Et donc, pour les PME qui sont donc des PME vraiment entre 1 à 200 millions de valeur d'entreprise, ça, c'est le barème un peu qui a été réalisé par DealSuite. DealSuite, qui est une solution pour le M&A donc en France et à l'international. Donc, on s'en rend compte que en fonction des secteurs, les multiples ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, si on prend les secteurs de la tech et les secteurs de la santé, on se rend compte que la moyenne des multiples, c'est aux alentours de 7,6 fois l'EBITDA. Donc, c'est-à-dire que par rapport à une entreprise dans le BTP, dans la construction ou dans l'automobile, où on est aux alentours de 3,8 fois l'EBITDA à peu près 4,5 fois l'EBITDA, il y a quand même une différence. Pour quelle raison? Parce que les secteurs de la santé, les secteurs de l'informatique, ce sont des secteurs qui sont plutôt résilients, ce sont des secteurs d'avenir et il y a énormément de compétition sur ce marché-là. Moi, en tant que conseiller en gestion d'entreprise, je le constate, dès qu'on a une société dans ces secteurs à vendre, bah, il y a une multitude d'acheteurs intéressés et c'est vrai que les valorisations ont tendance à flamber quand il y a une belle boîte à vendre. Donc ça, c'est le paysage actuel des PME entre 1 à 200 millions de valeur d'entreprise. Donc vous voyez qu'il y a une différence par rapport au multiple de 9,7 fois qui concerne les PME un peu mieux valorisées, un peu plus importantes. Ici, il y a quand même une décote de taille qui est appliquée. Ensuite, on en vient à ce slide-là. Qu'est-ce que veut nous dire ce slide-là? C'est que pour les sociétés qui sont valorisées entre 2 à 5 millions, c'est-à-dire que 10% d'entre elles sont valorisées 2,9 fois l'EBITDA, 10% sont valorisées 10,8 fois l'EBITDA et le multiple médian, c'est à peu près 5,6 fois l'EBITDA. Donc, vous voyez qu'il y a un grand écart type. Pour quelle raison? Parce que plus la société est petite et plus le risque est important. La complexité est d'autant plus présente parce qu'une société petite, ça veut dire un fort caractère intuitu-personné, un lien très personnel avec le dirigeant. Donc ça peut faire fuir, ça peut faire peur, pas fuir, mais bon, ça dépend en certains cas, mais ça peut faire peur aux acheteurs potentiels. Parce que les acheteurs, ce qu'ils vont acheter, c'est évidemment, ils vont acheter une rentabilité, ils vont acheter une croissance, mais ils vont surtout acheter, entre guillemets, des effectifs, donc des compétences. Et dès lors qu'ils vont voir que le dirigeant a une place, par exemple, trop importante avec les clients, avec les fournisseurs, ça fait peur et ça a tendance à faire baisser la valorisation. Et pourquoi parfois on arrive à 10,8 fois l'EBITDA? Si la société est en croissance, il n'y a aucune dépendance client, il y a une résilience sur le marché, il y a des clients, il y a un portefeuille client qui est intéressante, il y a une compétition beaucoup plus poussée, beaucoup plus intéressante, on arrive à ce niveau de valorisation. Mais c'est vrai que on a tendance, quand on parle de valorisation, on a tendance à dire, écoutez, faites-moi une valorisation avec la méthode des DCF, la méthode des multiples, et je présenterai ça à l'acheteur. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que la valorisation, on peut vous dire, votre société, elle fait 2 millions ou 1 million d'EBITDA, donc de rentabilité, et on va appliquer un multiple de 7 fois l'EBITDA. OK, sur le papier, c'est bien, mais le véritable prix, au final, c'est celui qui est prêt à mettre un acheteur. Donc, la valorisation, quand on l'a fait sur le papier, sur un modèle Excel, peu importe, c'est uniquement une base pour les négociations. Parce que après, ça va dépendre de chaque acheteur. Chaque acheteur va faire sa valorisation. Chaque acheteur va dire, écoutez, moi, je la valorise 5 fois l'EBITDA. Là, actuellement, on est sur un dossier, une entreprise de services informatiques à vendre. On a des offres qui vont de 5 fois le résultat d'exploitation à 15 fois le résultat d'exploitation. Pour quelle raison? 5 fois le résultat d'exploitation, l'acheteur il est tout autant motivé que l'acheteur à 15 fois l'EBITDA, mais c'est surtout que cet acheteur-là qui a fait l'offre à 5 fois la rentabilité
se dit, bah non, moi, je ne me vois pas payer plus cher parce que les synergies, elles peuvent être moins intéressantes, parce que j'ai besoin de recruter, j'ai besoin de remplacer le dirigeant, j'ai besoin de faire ci, de faire ça. Donc, chaque acheteur va faire son offre et va faire sa propre valorisation. Et c'est pour ça que c'est important quand vous vendez une entreprise et même quand vous achetez une entreprise, c'est regarder le marché actuel. Moi, par exemple, quand j'accompagnais des acheteurs, soit dans l'éducation, la formation ou les entreprises ou dans l'IT, dans l'informatique, souvent, mon acheteur, forcément, les acheteurs veulent payer moins cher. Mais quand on se retrouve avec une société de qualité, un vendeur qui est prêt à vendre, qui a une entreprise qui tourne bien, vous comprenez que ce vendeur-là va mettre aussi en compétition le marché. Donc, il va lui aussi contacter des acheteurs potentiels. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on accompagne un acheteur, on lui dit directement que vous allez vous retrouver face à des acheteurs plus importants, qui ont soit des fonds d'investissement au capital, donc qui ont une surface financière plus importante, ou des acheteurs qui vont être beaucoup plus motivés et prêts à prendre le risque de payer aussi un multiple plus important. Et donc, souvent, les acheteurs ont parfois du mal à vraiment se positionner parce que l'argument qui revient souvent, c'est que l'acheteur qu'on va accompagner va se dire non, je ne vois pas pourquoi je vais devoir payer 10, 11, 12 fois l'EBITDA alors que le marché, en temps normal, c'est 8 fois l'EBITDA. Si, parce que si toi, tu n'es pas prêt à payer ce prix-là, il y aura toujours un acheteur qui va être capable de mettre ce prix-là. Donc, tout ça pour vous dire que le véritable prix, c'est celui que va mettre un acheteur. Parce que si vous allez voir votre expert comptable ou votre, peu importe, un conseil qui va vous faire une valorisation, ok, c'est beau. Mais si en face, il n'y a pas d'acheteur ou il n'y a pas d'acheteur de qualité, ça ne sert à rien en fait. Donc, c'est très important de prendre ça en compte, qu'il y a une distinction à faire entre la valorisation et le prix, qui n'est pas la même. Donc, la variation, c'est uniquement une base. Parce que vous dites, OK, moi, j'ai une société qui fait 2-3 millions de chiffres d'affaires, qui fait 1 million d'EBITDA. Donc, on peut la valoriser 7 à 8 fois l'EBITDA. D'accord? Mais il faut pouvoir dire, justifier ce prix-là aux acheteurs. Écoutez, voilà, moi, ma société, elle vaut tant. Pour quelle raison? Parce que je continue de faire 20% de croissance, parce que j'ai des compétences internes qui sont au top, parce que je continue de recruter, donc je continue d'être dans cet axe de développement, je continue de chercher des clients, mon business se porte bien, je suis sur un marché porteur, donc l'acheteur, il peut acheter du passé, donc il y a des acheteurs qui vont regarder le passé, qui vont regarder vos 3 dernières années et qui vont en faire une valorisation, mais la majorité des acheteurs, et encore plus les fonds d'investissement, vont regarder le futur. Donc, il faut être en mesure de rassurer ces acheteurs-là, de leur dire, OK, moi, je pense que ma société, elle vaut tant, moi, je veux tant en tant que dirigeant. Voilà les arguments qui prouvent que cette valorisation est correcte et du moins est pragmatique. Donc, voilà. Et au final, plus la société est importante et plus on approche des gros multiples d'EBITDA. Et après, évidemment, il y a les secteurs les moins valorisés, on va dire. C'est les secteurs du négoce. Donc, parce que il y a pas vraiment il y a pas de récurrence. Il y a souvent une dépendance avec un fournisseur, avec des clients. Donc, ce n'est pas évident. Donc, le négoce, effectivement, c'est les secteurs qui sont le moins bien valorisés. À l'inverse, les secteurs à nouveau de la tech, de la santé, sur les ESN, donc les entreprises de services numériques, donc les prestataires informatiques, on se rend compte que les sociétés, en général, de ce secteur-là sont valorisées entre 7 à 8 fois l'EBITDA et ça peut aller jusqu'à 15 fois l'EBITDA pour des sociétés de taille plus importante. Donc déjà, faut avoir ça en tête et se dire que le marché aura toujours raison. Donc déjà, est-ce que vous avez des questions sur ça, sur les multiples d'EBITDA, sur la valorisation de façon générale? Est-ce que j'ai été clair déjà jusque-là sur ces éléments-là? Eliade, moi, je ne vois pas de questions. De toute façon, si on aura, je te le dirai. Mais ce que je voulais te demander, Eliade, oui, parce que je me souviens donc des présentations aussi de Patrice,
Oui. c'est important aussi de montrer, si tu veux, le rôle que vous avez au niveau donc de la valorisation de la société, c'est-à-dire D'accord. votre rôle de conseil. C'est bien en fait de donner des exemples aussi. C'est vrai que les chiffres, c'est bien, c'est vrai mais tu sais, quand tu rentres dans du concret, je pense que ça donne des idées aussi aux gens. Tout à fait, bien sûr. Alors effectivement, Rachel, merci de me faire cette passe-là. Effectivement, le rôle du conseil, quand vous vendez une entreprise ou quand vous achetez une entreprise, mais surtout quand vous vendez une entreprise, le rôle du conseil est très important. Pourquoi? Parce que d'une part, avant même de vendre, il faut être en mesure de se dire, est-ce que ma société est prête à vendre? Est-ce qu'il y aura des acheteurs intéressés et intéressants? Parce que des fois, quand on rentre davantage dans les détails d'une entreprise, on se rend compte qu'il y a quand même des éléments qui peuvent être rédhibitoires pour les acheteurs potentiels. Quand on voit qu'il y a une grosse dépendance vis-à-vis des clients, quand on voit que les dirigeants qui veulent partir, mais c'est eux qui ramènent tout le commerce, tout le business de l'entreprise, quand on voit qu'il y a beaucoup de pertes de clients, donc tous ces éléments-là font que il faut pouvoir réajuster ces facteurs-là. Donc notre travail, à nous en tant que conseil, c'est faire déjà un brainstorming. Donc déjà tout analyser, diagnostiquer l'entreprise et mettre en avant les éléments de force et corriger les éléments de faiblesse. Parce que ces éléments-là, c'est ça qui va permettre de maximiser la valorisation. Donc la valorisation, comment on la maximise? D'une part, grâce aux modifications, grâce aux ajustements, grâce à la transformation de faiblesse en force que l'on va faire avant l'opération de cession et même pendant le processus de cession. Donc ça, c'est d'une part, c'est ça. D'autre part, comment maximiser la valorisation? C'est tout simplement la qualité de la compétition. C'est qui est-ce qu'on va contacter, qui sont ces acheteurs, à quel point ils sont motivés, à quel point ils sont intéressants. Donc notre travail à nous, quand on accompagne un vendeur, c'est de passer beaucoup de temps avec les acheteurs. Pourquoi passer beaucoup de temps avec les acheteurs? C'est pour tester leur motivation, tester leur capacité à acheter la cible, comprendre leur projet, comprendre leur motivation. Parce que parfois, souvent, les acheteurs, il y a des acheteurs qui sont curieux, qui veulent juste savoir ce qui se passe sur leur marché, mais qui ne seront pas prêts à acheter. Et d'autres, il y a d'autres acheteurs qui disent écoutez, moi je suis très chaud, j'ai grave envie d'acheter cette entreprise, mais on se rend compte que l'acheteur, au final, n'a pas eu le financement nécessaire pour payer la cible. Donc, notre travail à nous en tant que conseil, c'est d'écrémer tout ça, c'est de filtrer les acheteurs les plus motivés des acheteurs les moins motivés, et des acheteurs sérieux et des acheteurs les moins sérieux. Une fois qu'on a listé et contacté les acheteurs les plus sérieux, qu'on a passé du temps avec eux, on les présente aux dirigeants vendeurs, à notre client. Et après, c'est une question aussi de feeling. Après, il faut voir si ça match entre les deux. Mais une fois que cette étape est passée, après, le plus important, c'est avec les négociations. C'est de faire comprendre à l'acheteur qu'il a un intérêt à payer tel prix parce que il y a d'autres acheteurs qui ont fait des offres. Parce que si vous achetez cette cible, vous allez pouvoir générer tant de rentabilité, tant d'économies d'échelle, tant de coûts en moins. Donc, c'est être capable de bien s'adresser aux acheteurs. Et donc, en fonction de la typologie de l'acheteur à qui on s'adresse, c'est ce qu'on va leur dire. Donc, on ne va pas parler de la même chose à un fonds d'investissement qu'à un acheteur industriel. Le fonds d'investissement, lui, ce n'est pas son métier, ce que vous faites. Le fonds d'investissement, il va en partie se reposer sur vous, sur les dirigeants d'entreprise. Parce que c'est son expertise au fond, c'est d'apporter du cash et apporter son réseau, vous aider à développer le business. Alors que l'industriel, l'acteur industriel, lui, il connaît votre métier, il va acheter votre rentabilité passée, il va acheter aussi votre croissance, mais il va surtout acheter aussi votre client, vos clients, il va acheter vos fournisseurs, il va acheter vos compétences internes. Donc, ils ne vont pas avoir le même regard sur la valorisation. Donc déjà, c'est important d'être très bien entouré quand on cherche à vendre son entreprise ou quand on cherche à acheter une entreprise. Parce qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte qui peuvent, au final, faire échouer le deal. Et parfois, nous, ça nous arrive aussi tant qu'un deal n'est pas closé, tant qu'un deal n'est pas fini, on peut se retrouver avec de belles surprises. Et Rachel, pour rebondir justement sur la partie exemple, on a récemment, on a accompagné une dirigeante qui voulait vendre son entreprise d'éditeur de logiciels
de cosmétiques, de solutions cosmétiques pour la pharmacie. Au début, cette dirigeante-là voulait un prix, bon, je ne peux pas dire le prix parce que c'est confidentiel, mais voulait un prix, par exemple, de 10 millions. OK, on s'est dit, d'accord, 10 millions, c'est le prix que l'on va chercher à obtenir. Au final, on a obtenu un prix à peu presque 2 fois supérieur. Pour quelle raison? Parce qu'on a mis en place des choses qui ont fait que la variation a augmenté. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a aidé la dirigeante à structurer son équipe, à recruter davantage. Donc, on l'a aidé à recruter un directeur général, un directeur commercial qui chapeaute toutes les opérations. Ce qui fait que la dirigeante a pu se désengager de beaucoup de tâches qui ne lui plaisaient pas au final, et elle a pu se concentrer vraiment sur des tâches sur lesquelles elle allait apporter de la valeur ajoutée. Donc, déjà, rien que ça permet d'augmenter la valorisation. Ensuite, on a aidé cette dirigeante à passer à avoir plus de clients, à passer de mode on-premise, donc c'est-à-dire en mode licence, en mode SaaS. Donc déjà, quand on sait que le SaaS, les éditeurs de logiciels en mode SaaS valent bien beaucoup plus cher que les logiciels en mode licence, donc déjà, ça a joué. Et après, et surtout, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a présenté aussi aux acheteurs potentiels, donc au fonds d'investissement, parce que c'est un fonds qui a fait l'acquisition, un fonds spécialisé dans la santé. Et pour quelle raison? Et ça, c'est un élément très important si vous êtes dirigeant et que vous souhaitez vendre, c'est votre présence. Un dirigeant qui part, ça fait baisser la variation parce que le risque est plus important. Un dirigeant qui reste même 2-3 ans, ouais, même un peu plus longtemps, mais qui va uniquement travailler en faisant en occupant un rôle qui va lui plaire, donc un rôle stratégique, un rôle de développement, peu importe, tant que le dirigeant qui reste apporte de la valeur, ça fait augmenter la valorisation parce que les acheteurs vont pouvoir être rassurés, vont pouvoir se conforter sur l'idée que l'entreprise, elle va continuer à croître grâce à la présence aussi du dirigeant vendeur et qui reste au capital. Donc, tout ça pour dire que c'est très important d'être entouré parce que, à nouveau, la variation, ce n'est pas uniquement un chiffre que l'on va vous donner sur un fichier Excel. C'est beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est être capable de vous dire, est-ce que votre société, elle est prête à être sur le marché? Qu'est-ce qu'il faut corriger avant? Quels sont les éléments à prendre en compte? Qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire pour avoir le prix que vous souhaitez obtenir à la fin? Je ne sais pas si j'étais clair ou si… oui, tu as été très clair. Tu as été très clair. Je suis un peu parti dans tous les sens, mais voilà, j'espère avoir… Mais c'est important de donner des exemples, si tu veux, concrets qui viennent de la vie réelle. Comme ça donne des idées. Okay. Eliade, tu as encore un slide à nous présenter? Tu veux éventuellement nous présenter, si tu veux, Oui, je vois que tu as encore un slide. Je pense que c'est très important aussi de montrer, si tu veux, ce qu'on fait, c'est-à-dire… les transactions que vous avez faites, ouais. Alors, attendez. Alors, je vais venir sur la slide donc des transactions. Donc là, j'ai mis en pause. Alors, donc je vais vous mettre des études de cas de transactions que l'on a faites. Comme ça, au moins. Alors, est-ce que j'ai… Ouais. Bon, on va faire ça. Alors, je vais vous présenter une société, voilà. Donc, excusez-moi, ça bug, c'est bon. Est-ce que vous voyez? Alors, non, voilà. Non, on ne voit pas. Bon, ah, alors, maintenant. Ah, attends, vas-y. Désolé. Alors, attendez. Pardon. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, voilà, tu dois faire stop, share, new share. Voilà. Ça. Alors, désolé pour ce petit problème technique et c'est bon. Donc là, je recommence le partage d'écran et je reviens sur l'étude de cas. Donc, le groupe Bage, on a accompagné le groupe Bage, donc qui est un groupe dans la construction de réseaux télécom, d'adduction d'eau et de gaz. À la base, donc, le dirigeant, quand il nous a confié un mandat juste pour vendre son entreprise. Donc, le dirigeant, à l'époque, avait un groupe qui faisait 38 millions de chiffres d'affaires
Et il nous a seulement dit, bah, écoutez, moi, je veux juste vendre. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête par la suite. J'ai vraiment envie de vendre parce il avait d'autres projets immobiliers derrière, il avait d'autres projets personnels. Sauf que ça ne s'est pas passé au final comme ça. Sauf que on l'a convaincu qu'il y avait un autre schéma qui était envisageable et qui pouvait lui permettre d'augmenter sa valorisation et surtout, en fait, de le décharger. Parce que pourquoi il voulait vendre, en fait, ce dirigeant? Il n'était pas à la retraite. Il était jeune, il avait la quarantaine. Mais en fait, il en avait marre de gérer des équipes, de gérer des collaborateurs, de gérer les tracas du quotidien, etc. Il était obligé d'être sur beaucoup de fronts à la fois. Donc, ça lui plaisait beaucoup moins. Et en fait, il commençait à en avoir marre. Sauf qu'on lui a dit, bah, écoutez, vous n'êtes pas obligé de vendre tout. Vous pouvez vendre une partie, donc ce qu'on appelle un OBO, c'est-à-dire une cession d'entreprise à soi-même. Donc, c'est-à-dire que en fait, l'OBO, c'est quoi? C'est vous créez une holding et c'est cette holding-là qui va racheter vos titres. Donc, ce qui permet de dégager d'un côté du cash out pour les dirigeants et d'un autre côté, permettre aux dirigeants de rester actionnaires majoritaires ou minoritaires de son entreprise. Donc, ça, c'est une opération qui est intéressante et qui peut être envisageable pour certaines entreprises dont les dirigeants ne souhaitent pas forcément partir ou cherchent aussi à avoir un cash out important ou à maximiser leur valorisation. Donc, aux dirigeants, on lui a dit, bah, écoute, t'en as marre de faire, de faire tout ce travail-là, tu commences à fatiguer. Ce qu'on te propose, c'est de décharger de toutes ces tâches-là, de déléguer au maximum et de te concentrer vraiment sur ce qui te plaît le mieux, donc à savoir la stratégie et la recherche de cibles de croissance externe. Et donc, on a organisé un appel d'offres compétitif dans lequel on a fait rentrer un fonds d'investissement au capital qui a pris une part majoritaire. Donc, le dirigeant reste minoritaire au capital. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce processus-là de cession au fonds d'investissement, c'est qu'on a aidé le dirigeant à faire 5 acquisitions d'entreprise. Donc, on l'a aidé à passer de 30 millions de chiffre d'affaires à 100 millions en 2021. Donc, avec une rentabilité, évidemment, qui a quadruplé. Ce qui a fait que pendant l'opération de cession au fonds d'investissement, bah, entre-temps, l'entreprise est passée de 38 millions à 100 millions en 2021. Et donc, ce qui a fait flamber la variation. Le dirigeant est toujours actionnaire minoritaire de son entreprise. Donc, c'est-à-dire que dans 5 ans, quand il va revendre les parts qu'il reste, il va toucher un prix nettement plus important, beaucoup plus important que s'il avait vendu en un bloc, en une fois. Et surtout, c'est que le dirigeant, étant donné qu'il est minoritaire, il a pu beaucoup se décharger, donc il a pu vraiment déléguer tout ce qui ne lui convenait pas et il a pu vraiment faire des choses qui lui plaisaient essentiellement, donc passer moins de temps dans l'entreprise, passer plus de temps avec la famille, mais dès qu'il passait du temps à l'entreprise, c'était pour faire des choses qui lui plaisaient et créer de la valeur. Et ça, c'est des opérations qui sont très intéressantes à mettre en place. Encore faut-il que l'entreprise dégage quand même assez de rentabilité pour rembourser l'emprunt, parce que sur ce type d'opération, il y a toujours une part de dette à prendre en compte. Donc, je ne sais pas si vous avez pu comprendre un peu l'opération, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des interrogations sur votre entreprise, sur les valorisations que vous pourriez obtenir? Voilà, je suis à votre disposition vraiment pour écouter ce que vous avez à dire. Je ne vois pas de questions. Je vais envoyer un message dans la messagerie. Je ne sais pas si j'ai été clair. Excusez-moi j'espère avoir été clair en tout cas. J'ai été très claire, mais la question, c'est est-ce que les personnes ont des questions en rapport avec leur propre projet? Il y a Alex qui demande combien de temps prend la vente, combien de temps peut prendre ce processus. Très bonne question, Alex. Donc, alors déjà, avant de parler de vente, il faut penser donc anticipation.
Donc déjà, moi, je recommande à tous les dirigeants qui envisagent de vendre d'anticiper cette session et déjà de commencer à prendre conseil, à structurer la société au moins 6 mois, 7 mois avant la session. Une fois que vous avez bien structuré, que votre société est prête à être vendue, alors vous allez lancer donc le processus de cession. Et un processus de cession, en moyenne, c'est entre 8 à 12 mois. Ça peut être moins, comme ça peut être plus. Nous, on a déjà vendu 2 entreprises récemment dans un délai de 3 et 4 mois. Pour quelle raison? Parce que d'une part, il y avait une école qu'on a vendue en 3 mois parce que la dirigeante, en fait, elle en avait vraiment marre, elle approchait de la retraite. Et elle nous a dit, moi, l'été, je vais avoir vendu mon entreprise et je ne veux plus en entendre parler. Et c'était vraiment clair pour elle. Donc, on a réussi à vendre l'école en 3 mois. Et mine de rien, malgré ça, on a réussi à obtenir un prix presque 3 fois supérieur à ce que voulait la dirigeante parce qu'on a mis quand même en amont en place des actions. On a aidé à augmenter les élèves, le nombre d'élèves par classe, on a aidé à augmenter les tarifs. Donc, on a quand même pu mettre en place des actions qui ont pu aussi augmenter la rentabilité et donc la valorisation. Il y a une autre entreprise, un éditeur de logiciels qu'on a vendu en 3 mois. Pour quelle raison? Alors, en fait, le dirigeant, quand il nous a confié le mandat de cession, il nous a dit, alors, par contre, moi, dans 3 mois, je dois totalement me désengager de la société. Et à ce moment-là, il ne pouvait pas nous dire pourquoi. Donc, on n'avait aucune raison sur le timing, pour quelle raison il voulait vendre dans les 3 mois. Donc, on a quand même contacté des acheteurs, on a quand même lancé un processus, on a réussi à vendre l'entreprise. En fait, pour quelle raison? Et il nous l'a dit, au bout d'un mois, le dirigeant vendeur, il nous a dit en fait, je dois me désengager de ma société dans 3 mois parce que j'ai été nommé directeur interministériel DSI de l'État français, donc le directeur vraiment voilà, de toute l'informatique de l'État. Et sa société, en fait, travaillait pour les collectivités locales et pour les ministères. Donc, il y avait un risque de conflit d'intérêts. Et donc, le dirigeant devait vendre son entreprise dans les 3 mois avant qu'il prenne fonction. Donc, on a vendu l'entreprise dans les 3 mois, mais je ne vous recommande pas du tout d'être dans l'urgence. Parce qu'être dans l'urgence, c'est contacter déjà moins d'acheteurs potentiels. C'est que ça peut faire fuir les acheteurs potentiels parce qu'un acheteur, quand tu lui dis, écoutez, par exemple, le processus, il est très serré. En 3 mois, il faut être capable de faire une offre, de lancer les audits, etc. L'acheteur, il va se dire, mais attendez, pour quelle raison? Moi, j'ai d'autres préoccupations à côté, je suis d'autres projets, donc je ne suis pas en mesure d'être aussi réactif que vous le souhaitez. Donc, un processus trop serré, ce n'est pas forcément bon. Et au contraire, ça impacte toujours d'une manière ou d'une autre la valorisation parce que plus on a de temps devant soi, et mieux on va pouvoir contacter des acheteurs potentiels, mieux on va pouvoir négocier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le processus de cession, en fait, le dirigeant doit continuer à travailler. Ce n'est pas parce que vous êtes en train de vendre votre entreprise que ça y est, que le dirigeant peut entre guillemets, ne rien faire. Au contraire, il faut être encore beaucoup plus attentif, encore beaucoup plus vigilant sur la croissance de son entreprise pendant le processus de cession. Et donc, tous les éléments, par exemple, un dirigeant pendant le processus de cession qui arrive à chaque fois à obtenir des clients en plus, à signer des appels d'offres importants, à recruter, tous ces éléments-là, ça va servir d'argument pour les acheteurs potentiels. Parce qu'un acheteur, il va faire une offre, par exemple, à 10 millions, on va lui dire, non, regardez, le dirigeant vient d'obtenir un appel d'offres important, un client important, donc la rentabilité, elle va passer de temps à temps. Et donc, votre offre, elle est au final en deçà de ce que peut valoir l'entreprise. Donc, tout ça pour dire que ça dure entre 8 et 12 mois, mais il ne faut pas être dans l'urgence. C'est important vraiment de bien se préparer et surtout d'être entouré parce que c'est très chronophage. C'est très chronophage, une opération de cession. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte et ça prend énormément de temps. Et le dirigeant, il n'a pas que ça à faire, entre guillemets, de
de s'occuper de sa session, d'échanger avec des acheteurs potentiels et à côté de ça, de s'occuper de son business. Alors, excusez-moi, je charge mon PC. Donc, voilà, c'est bon. Est-ce que j'ai répondu à… Oui, tu as répondu, Eliade. Mais maintenant, il y a une autre question de Alex. Si, je ne sais pas si tu peux y répondre. Comment ça se passe au niveau de la déclaration d'impôt? Alors, qu'est-ce que vous entendez par déclaration d'impôt? Est-ce que c'est ce qu'il faut mentionner dans la liasse fiscale et à ce moment-là, je serai je serai pas forcément l'expert, mais la déclaration d'impôt, dans tous les cas, vous vendez votre entreprise en 2023, vous allez devoir indiquer la plus-value que vous allez réaliser en 2024. Et l'impôt, la flat tax, en France, hein, vous avez soit la flat tax donc à 30%, soit vous pouvez choisir pour l'option pour le barème sur l'impôt qui est basé sur l'impôt sur le revenu. Donc, soit vous payez 30% one shot, soit vous payez d'un côté les prélèvements sociaux de 17,2% et d'un autre côté, vous êtes obligé ensuite de payer quand même l'impôt sur le revenu qui sera basé sur votre assiette fiscale de référence. Et donc, en fonction de votre barème, 30-45%, vous allez payer des impôts sur ça. Mais après, effectivement, on pourra refaire aussi un zoom si ça vous intéresse sur la fiscalité de cession parce qu'il y a quand même pas mal d'options à prendre en compte, pas mal de schémas qui peuvent alléger cette imposition. Il y a la niche copée, il y a la hors-cession, il y a quand même pas mal de choses intéressantes pour passer de 30% d'impôts à 3%, voire pas d'impôts du tout, ou des impôts en décalage. Ouais.